Bonjour chères auditrices et auditeurs. Quelques mots avant de commencer. Cet épisode est le dernier d'une série en 3 parties sur la Covid-19. Nous vous conseillons d'écouter ces épisodes dans l'ordre pour une meilleure compréhension. Les 2 premiers épisodes sont disponibles sur Spotify, SoundCloud et sur le site du Gréseau. Les informations de cet épisode correspondent à l'actualité scientifique en date du 22 octobre 2021 et les connaissances sur la Covid-19 peuvent avoir évolué si vous l'écoutez plus tard. Nous vous encourageons à consulter les liens en description pour des données à jour sur la pandémie. Que peut nous apprendre la COVID-19 sur les liens entre santé humaine et santé animale? Ce phénomène est-il nouveau? Comment les chercheurs tentent-ils d'anticiper ce type de menace? C'est ce que nous essaierons de comprendre dans un épisode spécial en 3 parties intitulé « Leçons d'une pandémie ». Aujourd'hui, 3e et dernière partie de notre série intitulée « Tous pour un ». Installez-vous confortablement, laissez infuser votre curiosité, le Gréseau vous présente Science Infuse. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Bonjour Caroline. Alors voilà, on arrive déjà à notre dernier épisode spécial COVID. Oui, d'ailleurs, j'invite nos auditrices et auditeurs à écouter les 2 premiers épisodes, si c'est pas déjà fait. Et à titre de rappel, les épisodes précédents couvraient les facteurs qui influencent l'émergence des maladies zoonotiques, que ce soit des facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Et on a aussi abordé comment ces maladies sont capables de passer des animaux aux humains. Oui, et toutes ces informations sont vraies pas seulement pour les maladies infectieuses, mais aussi pour d'autres enjeux de santé publique, notamment pour la résistance aux antimicrobiens, qui est un gros enjeu actuellement et dont on a déjà parlé dans notre tout premier épisode de Science Infuse. Mais dans ces conditions, comment être plus efficace face à ces menaces pour la santé? La professeure Cécile Annie-Cézeline nous donne quelques pistes de solutions. Je suis Cécile Annie-Cézeline, professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. C'est extrêmement difficile de prédire l'issue de ces interactions entre ces différents facteurs. Donc, c'est vraiment important, en premier lieu, de mieux collaborer, de mieux s'asseoir ensemble, apprendre vraiment à travailler ensemble avec des gens des milieux de l'écologie, aussi des sciences sociales, avec évidemment la santé humaine, l'épidémiologie, mais vraiment essayer de travailler ensemble pour comprendre ce système complexe. Donc, en bref, ce qu'elle nous dit, c'est que encourager la collaboration entre plusieurs disciplines, c'est une des pistes de solution, et c'est un des piliers de l'approche dite « une seule santé ». La professeure Hélène Carabin, directrice du Gréseau, nous présente un peu plus ce concept d'une seule santé. Hélène Carabin, je suis professeure titulaire à l'Université de Montréal, à la fois à la Faculté de médecine vétérinaire, mais aussi à l'École de santé publique. J'ai une chaire de recherche du Canada en épidémiologie et une seule santé. Et je travaille depuis plus de 20 ans sur des projets qu'on pourrait qualifier d'une seule santé. Je pense que le concept d'une seule santé, ou l'approche d'une seule santé plutôt, ça se veut une approche où on essaye de comprendre la santé de toute espèce vivante à l'interface des animaux humains, des animaux non humains et de leur environnement. On voit l'intérêt pour les zoonoses et les autres enjeux de santé complexes. Oui, avec cette approche une seule santé, on n'envisage plus la santé comme un ensemble d'éléments déconnectés les uns des autres, mais plutôt comme un système où l'humain interagit avec d'autres êtres vivants, d'autres animaux, des plantes, avec son environnement social et avec les écosystèmes naturels. C'est pour ça qu'on appelle ça une approche systémique. Est-ce que c'est une approche récente? Pas tant que ça. En fait, elle a été formellement développée dans les années 90 à 2000, avec l'accélération d'épidémies d'origine animale, comme Ebola, la vache folle, la grippe aviaire. Mais la collaboration entre médecine vétérinaire et médecine humaine a existé dès le XVIIIe siècle dans les toutes premières écoles vétérinaires en France. De plus, c'est un concept qui est assez récent dans la pensée occidentale, mais en fait dans d'autres cultures, et en particulier les cultures autochtones d'Amérique du Nord et d'ailleurs dans le monde, le fait de considérer la santé comme le fruit d'échanges entre les différents êtres vivants et l'environnement, c'est une conception assez ancienne. Ok, on comprend bien la théorie, mais concrètement sur le terrain, ça ressemble à quoi?
Très concrètement, on a déjà des exemples de ces collaborations en termes, par exemple, de surveillance. Quand on parle de surveillance intégrée ou de surveillance une seule santé, on parle de pas seulement, par exemple, recueillir des informations sur les maladies qui circulent au sein des populations humaines, mais de regarder vraiment la situation au point de vue du système, donc de regarder aussi ce qui se passe du côté des populations animales, ce qui se passe au niveau de l'environnement. Pour l'antibiorésistance et l'utilisation des antibiotiques, on a un très bon exemple de système de surveillance intégré au Canada, qui est le PICRA. Donc dans cet extrait, la professeure Cécile Annie-Cézeline nous donne un premier exemple d'application avec la surveillance intégrée. Effectivement, on parle ici du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, aussi appelé PICRA. Ce programme surveille à la fois l'humain, les autres animaux et l'environnement. C'est un programme qui a été vraiment construit avec une approche une seule santé. Et grâce à cette approche, on sait sur quel secteur agir en priorité et on peut aussi réagir plus rapidement en cas d'alerte. Donc, une des applications de ce programme, c'est d'encourager la collaboration pour prévenir ce type de problème. Maintenant, comment peut-on aider à lutter contre ces maladies déjà présentes dans un environnement? Et la professeure Hélène Carabin nous en a parlé et elle nous a partagé notamment son expérience au Burkina Faso où elle a travaillé sur la cysticercose. Donc, brièvement, la cysticercose est une maladie causée par un ver solitaire capable de se transmettre de l'humain au porc et vice-versa. Chez les humains, les vers adultes se retrouvent dans l'intestin et les œufs contaminent l'environnement via les selles. Les porcs vont par la suite s'infecter en mangeant les selles contaminées, puis ils vont héberger les larves. C'est à cause de ces larves-là que les humains vont se réinfecter s'ils mangent de la viande de porc mal cuite. Dans certains cas très particuliers, ces larves peuvent infecter l'humain et former des kystes un peu partout dans l'organisme et notamment dans le cerveau. Dans ce cas, ça peut provoquer des troubles nerveux et notamment de l'épilepsie. Dans certains pays, et c'est le cas du Burkina Faso, un tiers des cas d'épilepsie sont dus à la cysticercose. Il existe des moyens de lutte efficaces pour traiter les vers chez le porc, chez l'humain, prévenir l'infection du porc à l'humain, mais la plupart de ces moyens de lutte n'étaient pas applicables pour les éleveurs très pauvres du Burkina Faso. C'est un bon exemple de maladie complexe parce que ça fait intervenir à la fois l'humain, les porcs et l'environnement, en plus des facteurs socio-économiques qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Et c'est en adoptant une approche une seule santé que la professeure Hélène Carabin et son équipe sont parvenus à des solutions très créatives. On a aussi pris une approche une seule santé, à savoir qu'on a parlé aux éleveurs, on a parlé aux villageois, on a parlé aux décideurs dans les différents villages, dans ces villages très pauvres. On est allé chercher des chercheurs dans les sciences sociales pour nous aider à comprendre ces comportements-là. Puis ensuite, on est allé chercher des cinéastes, donc des gens dans les arts, pour développer un film d'information sur ce parasite et sur comment le contrôler. Puis qu'on travaillait avec un neurologue pour voir tous les aspects de neurologie humaine auxquels il fallait qu'on fasse face. Puis ensuite, évidemment, ben là, on a utilisé des techniques de parasitologie, d'épidémiologie, de statistique pour analyser tout ça. La professeure Hélène Carabin nous donne un bel exemple ici de collaboration entre plein de disciplines différentes, mais aussi entre des chercheurs et des habitants directement concernés. Oui, cette collaboration, elle peut exister entre plusieurs secteurs, comme on l'a vu, mais aussi entre des institutions d'État, des organisations gouvernementales, entre le secteur privé, le secteur de la recherche, bref, tous les acteurs qui sont concernés par l'enjeu de santé qu'on veut résoudre. Le but, en fait, c'est de faciliter la communication entre tous ces acteurs et de tirer parti des forces de chacun. Mais si on revient à la COVID-19, comment l'approche une seule santé pourrait être utile en temps de pandémie? La professeure Cécile Annie-Cézeline nous donne quelques exemples à ce sujet. On peut prendre l'exemple des médecins vétérinaires, des médecins humains. Donc, les vétérinaires, par exemple, ont une expertise en gestion de population animale, la gestion des maladies au niveau populationnel, en biosécurité, quand on pense à certains élevages industriels aussi. Donc, c'est des expertises qu'on peut partager, qui ont peut-être été moins développées au fil du temps du côté de la santé humaine. Puis, il y en aurait plein d'autres, en fait, qu'on pourrait... il y a les exemples évidents de partage simplement de matériel. On a plein de gens compétents en santé animale qui peuvent utiliser ou gérer le matériel qui est nécessaire actuellement dans la pandémie. Donc, évidemment, on peut aussi optimiser l'utilisation de nos ressources et de nos expertises en travaillant ensemble davantage.
On peut aussi prendre l'exemple du Québec où les vétérinaires ont prêté du matériel et ont aussi participé à l'effort de vaccination contre la COVID-19. Oui, d'ailleurs, le rôle des vétérinaires dans la prévention de ce type de maladie a été reconnu dans plusieurs pays, et notamment en France, où un vétérinaire a été inclus au Conseil scientifique de l'État. La professeure Hélène Carabin nous rappelle aussi que l'approche Une seule santé peut aider à protéger les animaux en temps de Covid, puisque eux aussi peuvent être infectés. On sait que les humains peuvent transmettre à leurs animaux domestiques. Bien, ça, c'est une seule santé, là. Une seule santé, c'est pas seulement les animaux qui infectent l'homme, c'est aussi les hommes qui infectent les animaux. Fait qu'il faut pas oublier ça. Puis les mêmes concepts d'une seule santé, si ça va de l'homme à l'animal, s'appliquent. Alors, selon moi, même si on oublie l'origine possible du virus chez l'autre chauve-souris, dans la circulation actuelle du virus, il faut prendre une approche d'une seule santé pour regarder le problème à l'interface entre l'environnement tant physique que social des gens, que les animaux, que les humains. D'ailleurs, Dr Cécile Hénin-Cézeline et son équipe font présentement des recherches sur le sujet. On sera peut-être amené à en reparler dans un prochain épisode. Ce serait très intéressant. Mais il faut aussi savoir que adopter une approche Une seule santé, c'est adopter un point de vue plus large sur les conséquences de la Covid-19, sur ses impacts sur la santé mentale, sur le bien-être animal, sur les inégalités sociales qui se sont accentuées pendant la crise sanitaire. C'est aussi Hélène Carabin qui nous en parle. Mais là, il y a eu d'énormes foyers d'infection dans les abattoirs aux États-Unis, ce qui fait que les éleveurs ont dû tuer leurs porcs eux-mêmes parce que les abattoirs étaient fermés. Donc, ça a un impact non seulement sur les éleveurs, je veux dire, c'est horrible d'être obligé de tuer ses propres animaux, là. Deuxièmement, ça a eu un impact sur la quantité de viande qui était disponible dans les épiceries. Puis quand il n'y a pas un système de quotas comme ici au Canada, là, les gens qui sont les plus affligés par ça, encore une fois, comme d'habitude, ce sont les plus pauvres puis les plus vulnérables. Donc, l'approche d'une seule santé, elle est là aussi. Il faut protéger les gens dans toute la chaîne alimentaire. Donc, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, l'approche Une seule santé encourage la collaboration entre différents secteurs. Cette approche peut aussi apporter beaucoup à la prévention, la lutte et à la surveillance d'enjeux de santé publique complexes à l'interface humain-animaux-environnement. L'approche Une seule santé semble vraiment bénéfique. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus couramment utilisée? Et pourquoi, par exemple, on ne l'a pas utilisée pour prévenir l'émergence du SRAS-CoV-2? C'est une très bonne question à laquelle Hélène Carabin nous donne quelques éléments de réponse. Il faut convaincre les agences subventionnaires qu'il y a des avantages à pas seulement regarder un neurone à la fois, qu'une approche systémique peut être très porteuse et peut-être plus porteuse en termes d'impact global, d'impact sur les tout. Deuxièmement, mettre en place un projet de recherche Une seule santé prend énormément d'efforts et doit impliquer des gens de plusieurs domaines. Et en général, pour le faire comme il faut avoir de très grosses tailles d'échantillons. Alors, on se retrouve avec d'énormes études, mais ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, puis ça prend énormément d'organisation. D'un autre côté, une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est tellement satisfaisant, puis on peut trouver beaucoup plus de solutions, selon moi, en approchant le problème de cette façon-là. Donc, on a encore pas mal de chemin à faire pour parvenir à généraliser cette approche et à convaincre les décideurs de l'adopter plus souvent. On peut espérer que la Covid-19 pourrait marquer un tournant dans la considération des approches Une seule santé. Elle n'était pas la première pandémie à laquelle on a été confronté, elle ne sera pas la dernière, mais elle a montré, y compris aux pays du Nord, à quel point nous manquons de résilience face à des événements de cette ampleur. Exactement, et on comprend mieux l'intérêt maintenant de l'approche d'une seule santé. Et avec les prochaines pandémies qui risquent d'être de plus en plus fréquentes sous l'effet des changements globaux, cette approche permettrait aux différents acteurs de mieux communiquer et de mettre en commun les expertises et les ressources afin d'aider à mieux gérer ces pandémies. Je laisse le mot de la fin de cet épisode à la professeure Hélène Carabin. Je crois que tous les gens qui ont des animaux à la maison ont dû déjà se rendre compte, sans l'appeler comme ça, que une seule santé est importante. Ça fait tellement du bien
sur la santé mentale. Les gens qui ont des chiens, là, ils étaient obligés de sortir pour marcher le chien, même pendant le confinement. Ça fait du bien de sortir. Il y a des gens qui étaient un peu déprimés avec cette histoire de confinement, de pouvoir sortir, de marcher ces animaux. Ça fait énormément de bien. Alors oui, le concept d'une seule santé, il est dans nos vies de tous les jours. Pour moi, je ne peux pas faire ma recherche sans un concept d'une seule santé parce que je ne vais pas aider les gens autant que je le pourrais si j'ignorais ce concept-là. C'était Science Infuse, le balado du Gréseau. Vous venez d'entendre le 3e et dernier épisode de notre série spéciale COVID, Tous pour un. Vous avez manqué les 2 premiers? Retrouvez-les sur Spotify et SoundCloud. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'approche Une seule santé, des liens sont disponibles dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter et dites-le nous en commentaire. Pensez aussi à le partager, ça nous aiderait beaucoup à nous faire connaître. L'émission d'aujourd'hui a été présentée par Léa Delessalle et Caroline Villeneuve. Réalisation Léa Delessalle, Valérie Ongo et Caroline Villeneuve. Musique de Cosmos Sheldrake. Un grand merci aux professeurs Cécile Annie-Cézeline et Hélène Carabin, membres du Gréseau et professeurs à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, pour nous avoir partagé leur expertise dans cet épisode. Retrouvez-nous bientôt et d'ici là, restez infusés.